Je partirai d'un constat, celui d'un renoncement à tout ce qui fait de l'architecture un art des formes au sens large. La pauvreté spatiale des intérieurs en est le signe. À quelques exceptions près, la science du plan a sombré dans l'oubli et la coupe, cette conquête du siècle dernier, intéresse bien peu le nôtre. Enfin, le dessin des façades peine à trouver une légitimité. Ce qui reste d'un grand savoir, fondé sur ces trois vues géométrales, fait état d'une crise du décor aux causes multiples. Le décor, dans sa définition classique, étant le lieu de la représentation. Les murs ont perdu leur prestige depuis que notre système productif ne s'intéresse plus ou ne parvient plus à nouer l'esthétique au politique. Restaurer cette relation est un projet ambitieux que l'on ne saurait entreprendre sans en retracer les origines et l'évolution, afin de mesurer la portée de l'art de bâtir, de comprendre ce qu'il a pu investir, façonner, transformer, avant de perdre sa fonction symbolique. En Europe, cet art a pris naissance dans un élan qui a fait l'hellénisme et donné le la du monde occidental. Plusieurs voix y sont engagées. La rhétorique athénienne, cet ornement oratoire fondateur du discours public, la procession, cœur battant de la cité, et le temple de Pierre qui fait lieu. Cet héritage a bien servi et contribue encore à ce qui nous fait. Observons de plus près ces trois objets. L'ordre des mots que l'on prononce, celui des corps en armes qui s'avancent, ou celui des colonnes qui se dressent, ont en commun le fait d'être une suite. Mettre en liste les êtres et les choses est la manière que les hommes ont trouvé de s'extraire du chaos. C'est là le langage même du rite qui fait l'éloquence de l'oraison funèbre, la solennité de la liturgie et l'eurythmie du portique, arrière-scène des sacrifices. La répétition devient l'expression visible de l'autorité, laquelle trouve dans le temple périptère de quoi entretenir un principe qui connaîtra un grand destin. Pour gouverner, il faut être contemplé. La pierre se montre en dissimulant ce qu'elle abrite. Le galbe et les cannelures des colonnes vont chercher le soleil pour dessiner un clair-obscur saisissant au-devant d'un mur plein qui tient le contenu du naos, la salle, dans le plus grand secret. Les Grecs nous enseignent ici ce qu'est un acte, quelque chose de désintéressé, qu'aucune raison pratique ne peut expliquer, et qui, pour emprunter les mots de Nietzsche au sujet du grand style, se moque de plaire. Voilà pourquoi cette opacité, intellectuelle aussi bien que matérielle, sera le visage recherché des pouvoirs, surtout dans la tradition régalienne dont le temple va paver la voie. Le divin est ce sur quoi on bute. Nous sommes ainsi faits qu'à notre soif de vérité répond symétriquement notre goût du mystère, lequel dans bien des cas l'emporte. C'est précisément là, autour de cette opacité, que le pouvoir du beau devient la beauté du pouvoir. Cette association va structurer l'imaginaire esthétique et politique dont nous sommes encore les jouets. Les arcanes du prince, la réserve présidentielle en sont des produits dérivés. À y regarder de plus près encore, le temple périptère a plus d'une corde à son arc. La parallaxe révèle les différents aspects qu'une même périphérie peut revêtir. Vue de face, la colonnade se laisse traverser. Vue de biais, elle devient un rideau de pierre. En gravissant les marches, le bloc opaque se décompose et l'on découvre à chaque pas un tableau différent. La colonnade se révèle être la paroi virtuelle d'une galerie propice au va-et-vient, dans laquelle le mouvement ne conduit à aucune destination. Il est simplement exalté. En associant la marche à la contemplation, intellectuelle aussi bien que visuelle, la Stoa offre à la postérité un principe durable qui consiste à engager dans le dessin des circulations bien plus qu'une réponse pratique. Au cours des siècles derniers,
Les portiques, les halls, les galeries et les dégagements ont eu une fonction de représentation comparable à celle des salles, comme au temps d'Ictinos, sur lequel je m'attarde encore un instant. En longeant le mur du naos, la perspective longitudinale s'apparente à une percée, tandis que la vue transversale annonce la fenêtre. La tradition retiendra ces deux transparences. Celle de la profondeur du plan, vous en avez ici une représentation médiévale et une autre moderne. La transparence de la profondeur du plan, donc, est celle de l'épaisseur de la périphérie, avec, ici encore, deux exemples que des siècles séparent, mais qu'une même qualité réunit. La représentation de l'opacité vue de l'extérieur devient, depuis la Stoa, la mise en scène de l'ouverture. Et le bâtiment qui fait bloc sous le ciel se révèle être, entre les colonnes, le réservoir d'une multiplicité insoupçonnée de vues. L'intérieur est une salle aveugle, isolée et fermée. Les dieux étant immuables, le naos représente un arrêt du temps. A contrario du portique, continuellement animé par la course du soleil, le va-et-vient des hommes, la mobilité des yeux. Dans le monde grec, l'extérieur nous meut, l'intérieur nous arrête. Ce partage des rôles sera appelé à s'inverser. La façade va acquérir la fixité d'un tableau de pierre, tandis que l'intérieur deviendra le lieu du mouvement. Ce retournement, qui s'effectue à l'époque hellénistique et sous l'Empire romain, va stimuler l'inventivité des architectes et forger les grands outils de leur discipline. La colonne et le mur s'étaient partagé le fait architectural sous le ciel hellénique. La fenêtre a fait son entrée dans un second temps, lorsqu'il s'est agi d'accueillir et de séduire le public. Retenez que l'idée de séduire n'existe absolument pas dans l'architecture hellénique. Lorsqu'il s'est agi donc d'accueillir et de séduire le public dans des intérieurs qu'il fallait éclairer. En faisant son apparition, la baie va conduire les bâtisseurs à faire des choix, étant partagés entre d'un côté la préservation du mystère que représente un mur aveugle, et de l'autre la nécessité du jour à l'intérieur. Avec la fenêtre apparaît une lumière sans ombre qu'il s'agira de moduler par le travail du plan et de la coupe. La colonnade grecque et la salle romaine, pour résumer 7 siècles en 2 mots, laisseront leur empreinte, si bien que les bâtisseurs renaissants garderont à l'esprit 2 exigences qu'il reviendra au palais de réunir, dessiner un front qui s'adresse à la ville et dignifier l'usage à l'intérieur. La première a pour objet la grandeur, la seconde la magnificence, et l'on sait ce que nos institutions doivent à ces 2 concepts. L'intelligence qui était concentrée dans le portique hellénique trouvera un terrain d'exercice élargi dans les maisons aristocratiques des grandes cités hellénistiques telles que Délos et Pompéi. La rhétorique athénienne, initialement fondée pour servir l'hommage public, servira aussi l'ambition du patricien. Ce dernier va s'approprier le prestige de la pierre et récupérer quelque chose de la liturgie. L'art de recevoir, qui infiltre le corps social, finit par avoir raison de la sobriété qui caractérisait les bâtisses du temps de Clisthène. Aussitôt que la maison intègre la gravitas des affaires de la cité, l'esprit du temple imprègne les murs et le parcours domestique acquiert un ordre cérémonial. La circulation devient un thème architectural en soi. Ce qui n'était qu'un agencement empirique de petites pièces aboutées, obéissant essentiellement à des critères pratiques, devient un réseau savant de salons, de cours et de transitions, donnant lieu notamment au tablinum, qui est à la fois une pièce et un passage. Car le maître tient son statut des séquences qu'il offre à son hôte. La qualité des perspectives qui animent le cheminement du visiteur, dès son arrivée, le péristyle dans lequel il est prié de patienter, la parure des murs qui enveloppent sa traversée, conditionnent déjà le négocium de l'entretien qu'il vient solliciter. L'hospitalité, un des plus anciens rites de nos civilisations, devient un levier politique et social, reposant en premier lieu sur l'architecture, qui acquiert ainsi une supériorité sur les autres arts.
car l'hospitalité mobilise la générosité spatiale. Les considérations pratiques, protéger, recueillir l'eau de pluie, etc., s'effacent donc derrière les grandes figures du plan, en premier lieu le péristyle, dérivé du temple. La nécessité d'articuler ces figures initie un art des liaisons, mobilise des portiques, tire profit des effets de contraste lorsque de petites baies donnent accès à de vastes cours. La composition se substitue à la juxtaposition et elle intègre la géographie par le truchement de la fenêtre, laquelle devient un fait pictural en soi, notamment dans la maison de Diomède, et ce thème de la fenêtre tableau réapparaîtra dans des projets inspirés de la Méditerranée. Tout cela est orchestré par la science de la parallaxe, héritée des bâtisseurs helléniques. Toutefois, celle-ci ne s'applique plus ici à un coffre de pierre que l'on contourne, mais à une succession d'espaces que l'on parcourt ou l'on s'attarde. Les bâtisseurs de l'époque hellénistique s'offrent les moyens de l'ampleur et celle-ci est horizontale. Les étages sont délaissés en faveur d'un développement en plan. Aussitôt qu'il s'agit de se mouvoir d'une pièce à une autre, l'alignement des baies, la succession des lieux, les percées introduisent dans la parcelle un substitut de l'horizon. Il s'agit du point de fuite, qui creuse une profondeur dans le plan. La grandeur qui avait pris naissance sur les acropoles s'invente une nouvelle modalité dans l'étendue resserrée d'une parcelle urbaine. Plusieurs siècles vivront de cet acquis. Les anciens parcours en chicane, qui avaient pour fonction d'empêcher les coups d'œil indiscrets, font place à des axes visuels de longue portée. Toutefois, dans bien des cas, les accès au péristyle demeurent relativement discrets et les grandes maisons sont parfois des labyrinthes aux yeux des visiteurs qui ne seraient pas accompagnés. Ces deux ressorts de la dramatisation du plan, l'un étant la percée par laquelle les yeux devancent les jambes, l'autre, l'effet de surprise en découvrant de vastes péristyles au détour de passages enserrés, ces deux outils vont structurer pour des siècles l'économie du visible dont l'architecte a la charge. On ne s'étonnera pas de retrouver la ligne droite et la ligne brisée dans l'œuvre de celui qui a scruté inlassablement l'antique. On ne peut donc entreprendre une définition de l'ordre sans intégrer la géométrie des circulations, car il s'agit du fil d'Ariane de l'unité. Dans la villa qu'il dessine, Adrien exalte des individualités qui disposent chacune d'une grande autonomie. Ce dispositif restera minoritaire, car les pouvoirs ont du mal à renoncer aux effets de l'ordonnancement, et ils auront souvent recours aux ailes pour discipliner des centaines de pièces. Cet ordre unitariste perdra du terrain avec le développement des démocraties et des classes moyennes. La Fischer et la seconde Wallhaus sont emblématiques d'une individualisation des partis poussée à son point limite. Tout au plus, les blocs isolés se touchent mais ne s'épousent pas. Chacun garde son intériorité pour lui-même et le parcours est scandé par des frontières affirmées. Le Corbusier, quant à lui, a préféré renouveler la tradition classique en faisant de la circulation un belvédère spatio-temporel. L'enfilade était l'observatoire du plan, la rampe devient l'observatoire de la coupe. La quantité d'informations que nous livre le point de vue du palier de la rampe de la Villa Savoie justifie la notion de belvédère. Les deux dispositifs traversent les espaces au lieu de simplement les desservir. Au demeurant, faire l'expérience de l'un et de l'autre procure une sorte d'exaltation, la sensation d'être un acteur sur scène, comme si on devenait bien plus qu'un habitant. C'est là une qualité extrêmement rare dans l'architecture moderne. À ma connaissance, seuls Malaparte et Le Corbusier y sont parvenus. Dans le monde hellénique, les dieux et les hommes ne peuvent occuper les mêmes murs. Le défi des monarchies sera d'entreprendre dans le palais le mélange du sacré et du temporel. Le décor des dieux deviendra le visage du prince. Prenons par exemple un grand projet de Robert de Cotte pour une résidence royale. Il se passe bien des choses entre les murs périphériques. Cependant, à l'extérieur, le palais tient du temple l'art de terre. Une façade imperturbable enveloppe le plan, en absorbe les moindres irrégularités,
ne laisse rien entacher le caractère hiératique du faciès. Ce que l'architecture et l'économie politique ont en commun devient perceptible. Le pouvoir ne bavarde pas. Il s'accorde plutôt à une façade muette. Le monarque, surtout dans l'absolutisme du grand siècle, un siècle emblématique de ce que je tente d'explorer ici, dans lequel plusieurs cours d'Europe se reconnaîtront, le monarque n'est pas tout à fait un hôte. L'intangibilité du roi fait de la façade du palais un repoussoir, comme si la distanciation de l'étiquette trouvait ici une forme urbaine au bénéfice de ce que l'on appelle aujourd'hui l'espace public. Et il n'est pas étonnant que le XVIIIe siècle, d'esprit plus bourgeois, offre des façades plus avenantes. Le concours lancé par Colbert pour le Louvre nous éclaire au demeurant sur ce qui distingue le palais du palazzo. Alors que n'importe quelle demeure nobiliaire des cités italiennes se fait appeler palazzo, le palais, de surcroît royal, demeure fidèle à la représentation du mystère. Cela a probablement à voir avec les fondements du pouvoir, qui diffèrent tant d'un pays à l'autre. Le palais mobilise donc une façade opaque qui ne doit avoir, précise Claude Perrault, que des colonnes, des statues et des balustrades. Poursuivant au sujet des esquisses proposées, et c'est en quoi nos palais en France sont différents de ceux d'Italie, qui la plupart n'ont point d'autre caractère à la principale face que celui de la maison d'un bourgeois. Le dessin que le cavalier Bernin avait donné pour le Louvre était de cette espèce, n'ayant rien de grand que la longueur, la largeur et la hauteur. Fin de citation. La grandeur se reconnaît donc dans une façade opaque, quelque chose de l'ordre d'une majestueuse prison, si bien que Perrault ira jusqu'à remplacer les fenêtres initialement prévues à l'étage par des niches. Une façade opaque, donc, associée à une figure simple, à l'opposé des premières esquisses que l'invité de Louis XIV avait proposées. On ne s'étonne pas que le commentaire de Perrault accompagne le chapitre sur le théâtre et précisément sur la scène tragique par opposition à la scène comique, composée de maisons vulgaires dotées de fenêtres ayant vue sur rue. Un reste du sacré entretient une idée du palais comme un lieu inhabité en apparence. Deux inventions françaises sauront par la suite concilier l'art de se tenir, caractéristique de la noblesse, et le souci de paraître, propre à la bourgeoisie. La première est la façade haussmannienne, qui tient du palais un caractère excessivement abstrait, mais renonce à toute monumentalité afin de favoriser la continuité des fronts bâtis. La seconde, plus ancienne, est l'hôtel aristocratique, réunissant la représentation et la vie domestique, en dissimulant la façade du corps de logis derrière l'opacité de l'enceinte qui se dresse devant les passants. Ce partage fera la longévité d'une typologie urbaine. On en retrouvera l'esprit dans la maison Schwab, qui impose à la rue un large mur suspendu, tandis que, derrière l'enceinte, le dessin se relâche, laissant pousser les volumes au gré du programme. La tâche a été plus difficile lorsqu'il a fallu dire la noblesse dans la langue du mouvement de style, comme en atteste ce projet qui n'a d'hôtel particulier que le nom. Charot, lui, n'ayant aucune doctrine à vendre, parvient à dessiner rue Saint-Guillaume une façade hermétique et uniforme tout en étant généreusement éclairante. Comme en témoignent les dessins désormais iconiques de leur mouvement, Van Esteren et Van Doesberg semblent avoir été partagés entre deux modernités. L'une venant de Frank Lloyd Wright, lui-même inspiré de l'ancien Japon, où l'intérieur est comprimé entre sol et toit, favorisant une stratification au point de faire disparaître la notion de façade. L'autre modernité, européenne, demeure attachée à concevoir l'intérieur comme une chose qui prend son existence entre des murs. Une modernité parfaitement compatible avec l'idée de frontalité à l'extérieur. L'hospitalité d'un toit suspendu élargit l'espace, tandis que ce qui se dresse comme un obstacle implique un instant de recul avant de franchir le seuil, le temps de lever les yeux. Et ce vers quoi on lève les yeux devient un corps intermédiaire entre le souverain et son peuple, un relais symbolique. À partir du XVIIe siècle, des façades urbaines représentent une volonté d'État. D'Henri IV à Napoléon III, l'esprit du palais, entendu comme un donneur d'ordre, se diffuse, conduisant à régulariser les façades,
l'ornamentum urbis qui traverse l'Europe ne mobilise pas les mêmes outils d'un pays à l'autre. Dans la tradition française, la modénature accompagne l'ordonnancement afin de tisser un maillage de pierre qui ferait presque oublier la présence des fenêtres. Voilà pour les façades des palais. Quant à celle des églises, elle demeure une victoire sur la coupe héritée des basiliques civiles, comme l'illustre notamment le projet de Michel-Ange pour San Lorenzo. Assujettir la façade à la coupe, comme ce fut le cas des temples impériaux dont on tente d'imaginer l'aspect extérieur, ou de la malcontenta, conduit à des résultats pour le moins discutables. La notion de façade en tant qu'objet propre a survécu, et vouloir en faire une résultante de l'intérieur demeure dans bien des cas peu convaincant. La métaphore corbusienne de la bulle de savon figure au nombre des affirmations que les projets contredisent allègrement, surtout ceux dont le plan est comprimé pour ne laisser paraître dehors que l'expression la plus immédiate de l'unité, qui représente la tradition nobiliaire. Ici, un coffre et une loggia suffisent à représenter le rang. L'espace de la marche, qui avait pris naissance dans le promenoir des stoïciens, va se diversifier au point que seule une typologie permet d'y voir clair. Les monastères héritent du temple le cordon péristyle, tandis que dans les palais, la traversée connaîtra une forme lente dans la galerie et une forme rapide avec l'enfilade. Celle-ci représente à plusieurs titres l'architecture nobiliaire en Occident depuis que l'organisation des pièces n'est plus dictée par des impératifs de défense. En premier lieu, elle entretient la tradition de l'ordre. La suite de colonnes, qui en était la première expression, devient une suite de fenêtres et à l'intérieur, une suite de pièces. L'alignement des baies en façade se retrouvera le long des portes perpendiculaires à la périphérie. Le plan et la façade sont rarement coordonnés, comme en témoigne notamment ce plan du Louvre, avec des cloisons disposées au gré des nécessités. Mais le plan et la façade demeurent unis dans une certaine mesure, car l'enfilade magnifie l'éclairement des opacités qui scandent la traversée des pièces. Celle-ci participe de la gradation du faste ou de l'accessibilité des autres selon l'estime ou le rang. Aux Tuileries, l'enfilade s'étendra sur plus de 100 mètres pour servir la gloire de Louis XIV puis de Napoléon. Ce dont elle est l'expression est très ancien. Tout ce qui oppose la Grèce classique et la France absolutiste n'empêche de relever, dans un esprit généalogiste, un point commun entre la procession athénienne et la parade aristocratique. Une même solennité rapproche le cortège des cavaliers et la suite du prince. La force politique de ces jeux de scène tient du fait que le défilé, les couturiers le savent bien, confère au corps un surcroît de présence, alors même qu'il semble réduit à des automates. Les individus s'effacent derrière la mécanique, à l'image de ce que fait l'État, de ce qui fonde l'État. En construisant une profondeur du plan et en prolongeant la vue aussi loin que possible, l'enfilade devient un redoutable outil d'ostentation destiné à s'universaliser. Elle dramatise la traversée en mettant à contribution la porte à 2 battants. Est-il utile de rappeler que le prince tient autant à montrer sa maison une pièce après l'autre qu'à se montrer lui-même dans l'exercice. La magnificence étant une affaire de décoration mais aussi de plan, l'enfilade offre un moyen d'élargir la ligne de circulation par le truchement d'une succession de murs perpendiculaires à la façade. Ainsi, à la perspective de la percée, dans le plan, s'ajoute une dilatation qui s'adresse, elle, aux oreilles. Le long de l'enfilade périphérique, le plan révèle une profondeur feuilletée, certes, mais les pièces s'annoncent par la largeur. À ces 2 dimensions s'ajoute la 3e lorsque la transparence du plan gagne la coupe. L'invention de l'escalier aérien prolonge les qualités de l'enfilade. La démilitarisation des bâtiments et la stéréotomie ont contribué à se défaire de l'escalier à vis médiéval, rude et cloisonné. Dans la vaste échancrure des planchers, plusieurs étages partagent un morceau d'intérieur entre des volets suspendus qui libèrent des vues en contre-plongée et font ralentir le pas.
la modernité poursuivra dans cette voie qui consiste à faire de la ligne de foulée un déroulé d'espace-temps animé. L'âge d'or de l'enfilade a porté la vie de cour, cet exercice constant de représentation où la notion d'intimité n'avait aucune place. La commodité chère à la bourgeoisie conquérante et la magnificence de l'aristocratie déclinante vont s'avérer peu compatibles. Au XVIIIe siècle, la distribution dans les demeures de plaisance répond à la nécessité de loger les invités dans des parties du logis qui prennent le nom d'appartements. Pour accéder aux appartements situés à l'étage, le recours au couloir central confirme le triomphe de la commodité sur l'étiquette, non sans résistance au demeurant, et l'on assiste à un conflit entre les tenants de l'enfilade, parmi lesquels l'incontournable Jacques-François Blondel face aux progressistes tels que Charles-Étienne Brizeux, prenant les avantages du corridor malgré les nuisances sonores. Les premiers se voient contraints de multiplier les escaliers pour desservir les appartements, les seconds font face à la difficulté d'éclairer le couloir central. Chacun son problème. Le développement des couloirs conforte la séparation des circuits entre les maîtres et les domestiques. La pièce n'est plus traversée, mais desservie. Le sybaritisme se substitue à la vie aristocratique et la satisfaction des désirs remplace la représentation du rang. La multiplication et la spécification des pièces s'accompagnent inévitablement de leur rétrécissement. Cette dynamique va se confirmer au siècle suivant avec l'esprit utilitariste de Guadet et Durand. La bourgeoisie impose ses règles, les hôtels féminins et le libertinage y contribuent, le plan gagne en confort ce qu'il perd en apparat. En fait, le confort lui-même devient un critère de prestige à partir d'un basculement qui remplace la grandeur par le luxe, tandis que disparaît la société de cour. Sous le Troisième Empire, l'oisiveté de la noblesse laisse place à la nonchalance du flâneur qui prend place le long des fleuves de circulation conçus par Haussmann. Le large trottoir qui l'accueille fait du boulevard un lieu. À l'immuabilité des places royales dans lesquelles la statue centrale confisquait l'attention des promeneurs s'oppose le flux continu des passants. Désormais, la société se regarde elle-même. La Stoa avait scellé l'union de la marche et de la contemplation, l'ambition de faire de la circulation une délectation de l'espace y trouve son origine, et la magnificence en a été le stimulant lorsque les conditions sociales étaient favorables jusqu'à l'aube du XXe siècle. À l'exaltation que procurait l'enfilade, on a substitué un plaisir dénué de pompe dans une société libérée du cérémonial. Les grands modernes ont restauré l'ancienne dignité du déplacement, mais chacun l'a fait si bien, si différemment, et le temps qui m'est imparti oblige à une sélection. Le quotidien ordinaire remplace la vie de cour, mais il en récupère l'éclat. La mise en scène du corps qui traverse les baies d'un palais appartenait au décorum. Celle que proposent les villas blanches, désormais centenaires, fait de la déambulation une succession de régals visuels selon la formule de leur auteur, laquelle rappelle le souci qu'avait Blondel de donner aux pièces d'honneur, je le cite, le coup d'œil le plus agréable et le plus intéressant qu'il est possible. La notion de promenade que Le Corbusier met à l'honneur est déjà un pied de nez à l'étiquette fonctionnaliste que ses contemporains voulaient lui coller. Car elle introduit l'inutile au cœur de ce qui est censé être l'instrument de l'organisation pratique, la distribution. Quoi qu'il ait pu dire ou écrire, il n'abandonne pas le concept de pièce, même dans la partie du programme qui peut se passer de frontières, vestibule, séjour, salle à manger, car il en connaît les avantages s'agissant de produire des chocs visuels. Sa plume annonce la fin de la pièce, mais ses projets révèlent plutôt la fin de ce qui faisait de la pièce un volume autonome, autocentré, orné et cerclé d'une périphérie principalement opaque. La chambre des maîtres de la Villa Savoie n'est pas définie par des murs autonomes, comme à Vaux-le-Vicomte, à titre d'exemple, mais par un périmètre dont chaque côté répond à son environnement. Au sud, un segment du cordon unifiant toute la maison, la fenêtre en longueur. À l'ouest, l'enfilade dessine une perspective. Au nord, l'espace du bain offre un paysage mobilier. Et à l'est, le mur qui avance et recule incarne
un lien organique avec la chambre mitoyenne. À la différence d'une pièce classique, la pièce moderne est située. Elle tient sa forme non d'une idéalité, mais du contexte architectural où elle s'inscrit. En témoigne le destin de la fenêtre. Alors qu'elle avait été longtemps mise au pas, elle acquiert un statut inédit et devient une figure topique lorsque le projet lui accorde une telle place. Et à l'extérieur, la répétition, principe fondateur de la tradition classique, perd son monopole. Chez Mies, le corps ne traverse presque jamais les murs, il les contourne. Dès le plan de 1923, des parois sans porte peuplent un espace fluide et se relaient pour orienter l'habitant. Ces projets ultérieurs conforteront l'idée de faire de tout le plan un promenoir, et l'on y prend place, au sens littéral de s'asseoir, non entre quatre murs, mais presque de manière incidente, là où une large paroi permet de s'adosser. Dans la maison d'Alto pour Louis Carré, les grandes lignes et les moindres détails ont pour objet de rendre les mouvements suaves, amples et gracieux. Qu'il s'agisse d'ouvrir une porte, de passer un plat ou de gravir des marches, Charot entoure chaque fonction d'un surcroît de considération qui se mesure à la singularité des accessoires par lesquels les faits et gestes deviennent eux-mêmes le décor du quotidien. Dans l'hommage à quelques figures du siècle dernier par lequel se conclut ce récit de l'intérieur sous l'angle du mouvement, le dernier mot revient à celui qui incarne une alliance de l'ordre immobile et de l'ordre cinématique. Dans la cour du Salk Institute, Kahn convoque à nouveau les grands acteurs. Le ciel, l'opacité qui lui répond, et le soleil qui, dans sa course, distribue l'ombre. L'architecture occidentale retrouve ici, devant l'immensité du Pacifique, le silence dans lequel elle a vu le jour face à la Méditerranée. Et pour qui le parcourt patiemment, le lieu s'avère être une réécriture des métamorphoses dont le temple périptère avait été le théâtre.